Salam alaikum, chers étudiants. Donc, nous allons commencer la deuxième séance du cours de traitement du signal. Donc, dans la première partie, nous avons vu un petit peu le contenu des trois chapitres que nous allons voir ensemble. On va essayer maintenant aujourd'hui de commencer la première opération de la numérisation d'un signal. La numérisation, on a dit qu'elle est constituée de trois opérations: échantillonnage, quantification et codage. Donc, on va essayer de commencer par le commencement en allant vers la théorie de l'échantillonnage, comment on échantillonne un signal à support continu, à valeur continue en un signal, à valeur discrète de le temps, et bien sûr la quantification va concerner l'amplitude. Donc je vais essayer de partager le cours. Donc j'espère que vous voyez mon écran. Donc nous étions quelque part, on a vu ceci, on a vu quelques définitions. Donc voilà, nous allons commencer donc par la numérisation. Donc et bien sûr c'est l'échantillonnage. Donc on a dit comment se fait le passage d'un signal analogique. Analogique, je le répète, c'est le support, le temps et le continu, et l'amplitude est aussi continue, elle varie continuellement. Au numérique, dans lequel le numérique, c'est lorsque le temps il est discrétisé, échantillonné à une période bien déterminée, ce qu'on appelle la période d'échantillonnage. On va voir quelle est la condition sur la période d'échantillonnage ou bien la condition sur la fréquence d'échantillonnage. Donc la fréquence d'échantillonnage, il va être déterminée. Il y a une valeur minimale à laquelle il faut échantillonner. Et bien sûr, donc, il faut que la fréquence soit au minimum le double de la fréquence maximale du signal qui existe. Ça, c'est le théorème de Shannon qu'on va voir par la suite. Donc, ça, c'est pour le temps. Donc, lorsqu'on va essayer de quantifier l'amplitude, ça veut dire que les valeurs, même si elles sont échantillonnées à la période, il faut aussi que les valeurs, ils ne vont pas varier continuellement. Donc, ils vont prendre des valeurs discrètes, l'amplitude discrète avec un palier. Donc, on va voir deux types de quantification. Quantification linéaire, dans laquelle le pas d'échantillonnage est constant, et bien sûr la quantification non linéaire avec les deux lois A et mu, donc qui sont utilisées, donc bien ce qu'on appelle la quantification logarithmique. Donc il est nécessaire de mettre en place des procédés permettant ce passage sans détériorer l'information véhiculée. Donc l'objectif, c'est qu'on a un signal analogique, on va essayer de le numériser pour pouvoir traiter sur machine, sur ordinateur, ou bien sur un processeur spécialisé comme le DSP, Digital Signal Processing. C'est un processeur dédié pour les applications qui vont utiliser le traitement du signal. Donc, bien sûr, sans détériorer le signal, parce que lorsqu'on va essayer de un petit peu faire le passage d'un analogique à un numérique, on va essayer de faire les traitements sur la machine, sur les valeurs numériques, mais par la suite, il faut faire le chemin inverse. On doit construire le signal analogique, par exemple, le signal audio analogique, même s'il est enregistré sur le CD, il faut parfois, donc il faut l'envoyer vers le haut-parleur ou bien vers l'enceinte pour l'écouter. Donc, on va essayer de constituer le signal analogique à partir du signal numérique. Ça, d'une part, ou bien, par exemple, une image, lorsqu'elle est sur un fichier graphique type BMP, JPEG,
PNG, TIFF, ce sont des données numériques sur fichiers, sur ordinateur, sur dossier, sur des fichiers. Mais pour le visualiser sur un moniteur, sur un écran, il faut bien sûr l'envoyer vers la carte graphique, donc qui va essayer de constituer le signal analogique. Ou bien je transmets un signal numérique sur le réseau. Vous connaissez que maintenant on peut envoyer le fait. Donc lorsqu'on utilise le réseau, on a l'application. Donc on a la couche application, la couche présentation, session, transport, réseau, analyse de données et la couche la plus basse, c'est la couche physique dans laquelle on va envoyer les bits. Le stream de bits pour reconstituer chez un petit peu le récepteur, donc chez le destinataire, la couche physique va essayer de constituer les trames elle va essayer d'extraire les paquets va essayer d'extraire le message, il va monter vers la couche application et donc après il faut visualiser, par exemple s'il s'agit d'un message ou bien s'il s'agit même d'un texte, parce qu'on a les trois supports de message et qui est le texte. Il y a aussi il y a le texte, il y a l'audio et la vidéo. Et donc, on peut avoir les trois façons. Donc, le texte, on utilise le code ASCII, c'est le code pour coder l'alphabet. Pour le signal, donc, on utilise donc l'échantillonnage et la quantification. Pour l'image aussi, on utilise la quantification et l'échantillonnage. Donc, un signal numérique est une suite de valeurs. C'est une suite. Si le signal analogique, le temps continu, maintenant, c'est une suite. La valeur, le temps, il appartient à Z. Et c'est dans l'analogique, le temps appartenant à R, c'est continu. Entre deux instants, il y a autre instant. Donc, ici, maintenant, on prend une suite. C'est une suite. Vous connaissez la suite en mathématiques. Donc, ces valeurs sont codées. On doit les coder en langage binaire sur un certain nombre de bits. Donc, on peut avoir, par exemple, un signal codé sur un octet, sur 2 octets. Donc, pour le signal, pour avoir une haute qualité, on peut utiliser, par exemple, 16 bits. Pour l'image, pour une image au niveau degré, on utilise un octet. Pour une image binaire, on utilise seulement un bit. Pour chaque pixel, pour chaque valeur, il va prendre soit la valeur 0, soit 1. Donc, pour une image couleur, par contre, on utilise 24 bits parce qu'on aura 3 canaux, pour chaque pixel, il aura 3 valeurs. La valeur rouge, la valeur verte et la valeur bleue. Et chacune des valeurs est codée sur, bien sûr, sur un octet. Donc, on a un signal qui, vous voyez, c'est ça, x de t, le temps, c'est continu. Vous voyez, donc, le temps, il est continu. L'amplitude aussi, il est continu. Donc, c'est un système continu, donné analogique. Le support, il est continu. Le support, c'est la variable t, elle change, donc elle varie continuellement. L'amplitude aussi, elle est continue. Donc ça, c'est un signal analogique. L'objectif, c'est qu'on va avoir des valeurs discrètes. Donc le temps, ça doit être, il appartient à Z. Et bien sûr, l'amplitude aussi va être codée sur des mots binaires, soit un octet, soit deux bits, etc. Donc voilà. Et donc le processus de numérisation, donc voilà, il faut avoir les valeurs discrètes et l'amplitude aussi est quantifiée. Donc la chaîne de numérisation fait 2 opérations, ou parfois 3, parfois après la quantification, on parle de codage. Donc les plus essentiels, l'échantillonnage et la quantification. Donc, commençons par l'échantillonnage. Donc, dans ce schéma qui schématise l'échantillonnage, on a un signal à l'entrée, donc x de t, qui varie continuellement. Donc, l'échantillonnage, il concerne seulement le support t. On ne parle pas de l'amplitude, on ne parle que de temps. L'échantillonnage, donc, à une période TE, on va essayer de mesurer, donc, comme vous voyez ici, de fermer et d'ouvrir. Donc, à la sortie, on va mesurer le signal à les instants NTE. Donc, voilà, l'interpréteur va être fermé à la cadence
de TE, à une fréquence de TE. Chaque TE, elle se ferme, je mesure, elle s'ouvre. Pour TE, pour 0, pour TE, 2TE, 3TE, etc. Donc, je veux prendre non plus le signal à le temps continu, mais à des instants NTE. Donc, voilà, on symbolise l'échantillonneur de cette façon. On a un signal à l'entrée et à la sortie, c'est un signal maintenant, il est échantillonné E pour dire qu'il s'agit de échantillonné. Donc, le signal échantillonné, c'est l'ensemble. Vous voyez, on a mis les accolades pour dire que c'est une suite de signaux à des instants NTE. Donc, en pratique, l'échantillonnage est obtenu par commande d'interrupteur, c'est-à-dire une impulsion étroite, donc à la cadence de TE. Donc, on le symbolise de cette façon. Si vous voyez ce symbole, ça veut dire qu'il s'agit de l'échantillonnage du signal X de T pour avoir le signal échantillonné X de TE. On va voir quelle serait l'expression de signal X de T. Bien sûr, il faut que le signal soit bien sûr à support borné. Qu'est-ce que ça veut dire à support borné? Dans lequel le spectre du signal se compte à support borné pour pouvoir l'échantillonner. Si le support n'est pas borné, si le support de spectre n'est pas borné, je peux pas bien sûr échantillonner le signal. On va voir que il y a des signaux dans la pratique dans la réalité qui ne sont pas à support fréquentiel. Le support de fréquence n'est pas borné, mais pour pouvoir les échantillonner, on doit tout d'abord borner leur support, par exemple en utilisant un filtre passe-bas qui va essayer d'éliminer les hautes fréquences, on va dire les basses fréquences pour pouvoir l'échantillonner. Parce que si le support du spectre n'est pas borné, je ne peux pas échantillonner. Donc, il y a deux types d'échantillonnage, l'échantillonnage idéal et l'échantillonnage réel. L'échantillonnage idéal, c'est un modèle mathématique. Pour comprendre le processus d'échantillonnage, on dit que l'échantillonneur, elle se ferme à la cadence TE. Ça veut dire que je mesure le signal à la sortie à l'instant, instantanément à des instants NTE, à 0, TE, 2TE. Mais en pratique, il n'y a pas au monde un dispositif qui peut mesurer à l'instant exactement. Il nous faut une période, il nous faut un instant au lieu de l'instant à l'instant 0. Donc il nous faut donc un dispositif de mesure qui va durer un laps de temps, même s'il est petit, mais elle n'est pas nulle. Le laps de temps de mesure, ce n'est pas nul. Vous allez comprendre lorsque je veux parler de l'échantillonnage réel. Donc, l'échantillonnage idéal, il s'agit de prélever pendant un temps infiniment court. Vous voyez que, idéalement, c'est infiniment court. Les valeurs de TE, donc à des instants, TN, NTE, à 0, TE, 2TE, 3TE. Mais, comme je viens de le dire, il n'y a pas un dispositif qui va faire la mesure. Mais pour comprendre comment ça fonctionne l'échantillonnage, on doit supposer qu'il s'agit d'un échantillonneur idéal. Donc, le processus d'échantillonnage, c'est la multiplication du signal contenu par le péni de Dirac. شنو هو le péni ديال بالعربيه وديالنا هي المشطه طويله. Vous allez comprendre pourquoi. لان في l'image, au lieu d'utiliser المشطه طويله, on utilise المشطه carré pour faire la discrétisation et l'échantillonnage pour avoir la notion du pixel. Maintenant, on va avoir le signal discret. Donc, le péni de Dirac de période TE. Donc, le péni de Dirac, donc, il va nous faire l'échantillonnage parfait. Donc, sur cette, donc, pour comprendre le processus d'échantillonnage, on a bien sûr donc, je vais essayer de voir quelque chose. Je veux revenir, donc je vais arrêter le diaporama. Donc, je retourne ici.
Donc, très bien. Donc, j'espère que tout va bien. Donc, avant de retourner sur d'accord, très bien. Donc, on a dit que le signal, donc ça, c'est le signal continu. Vous voyez que le temps, il est continu. Le péné de Dirac, ça, c'est le péné de Dirac, c'est des impulsions d'amplitude 1 à la fréquence TE. On a ici 0, donc TE, 2TE, 3TE, 4TE jusqu'à plus l'infini. Moins TE, moins 2TE, moins 3TE jusqu'au moins l'infini. Et donc, lorsque je multiplie ça avec ça, un point par point, donc il va me donner, faire le point 1 fois cette valeur, il va me donner cette valeur. 1 fois cette valeur, il va me donner cette, parce que le péné de Dirac, c'est tous des 1. Donc, il va me donner maintenant le signal à des instants. Les instants, donc ici, c'est un petit peu, c'est nul. Le péné de Dirac ici, c'est nul. Donc, il va prendre, bien sûr, les valeurs à des instants. Donc, pour comprendre le processus mathématiquement, le signal échantillonné, c'est le signal continu analogique multiplié par le péné de Dirac de cadence ou bien de la période TE. Donc, la péné de Dirac, son expression, c'est ça. C'est la sommation. Donc, la fonction delta de t moins nte est égale à 1 lorsque t est égal à nte. Donc, donc, je veux essayer un petit peu de tracer la péné de Dirac. Donc, ça, c'est un petit peu l'axe. Donc, il vaut 1 à l'origine. Donc, c'est ça. Donc, je vais un petit peu utiliser une autre couleur. Donc ça, c'est un peu delta de t. Delta de t, par définition, est égal à 1 si t est égal à 0 et 0 c'est non. Donc, voilà, c'est un petit peu la définition de la péné de Dirac. Donc, nous, c'est lorsque t moins nte est égal à 0, ça veut dire lorsque t est égal à nte, donc il va prendre, le péné de Dirac, il va prendre c'est tout un train d'impulsion. Le péné de Dirac ensemble, donc donc il va prendre 1 à 0, te, 2te, 3te, etc. Donc, la multiplication du signal analogique avec le péné de Dirac, donc on aura, donc t, je veux x de t, je veux l'entrée, la sommation. Donc, x de te, c'est la sommation de n est également l'infini plus l'infini, x de te. Donc, cette expression, donc on a la propriété x de t qui multiplie delta, l'impulsion de Dirac, t moins te est égal, donc ça c'est la propriété, donc est égal à x de t0, delta de t moins t0. Donc on a ça. Donc en utilisant ceci, donc donc l'expression elle va nous donner exactement x de le signal échantillonné de t, c'est la sommation, donc c'est les valeurs de ax nte, donc c'est la sommation de n est égale à moins l'infini, x de nte, delta de n, donc ça c'est un petit peu l'expression du signal échantillonné. Le signal échantillonné, c'est les valeurs du signal aux instants nte, donc c'est le signal xt aux instants nte. Donc, ça, c'est un petit peu l'expression du signal échantillonné. On va essayer par la suite, donc, de voir un petit peu l'expression du spectre. Donc, vous allez me dire, mais on n'a pas encore vu le spectre, on n'a pas vu encore la transformée de Fourier. C'est vrai, c'est l'objet du chapitre 2, mais on va quand même voir, on va l'utiliser, on va le comprendre par la suite. Donc, essayons de calculer la transformée de Fourier du signal échantillonné idéal.
Donc, calculer la transformée, ça veut dire le spectre du signal x de t après échantillonnage. Lorsqu'on échantillonne le signal, donc, comme je viens de dire, je suppose que le signal est à support borné après échantillonnage. Donc, la transformée, par définition, la transformée, donc le spectre, il va être donné par la transformée de Fourier. Donc, la transformée de Fourier du signal échantillonné est égale à la transformée de Fourier du signal analogique multiplié par le P de Dirac. Ça, c'est le P de Dirac, c'est le signal analogique. Donc, on a le spectre du signal analogique, on le nomme X de F. Donc, vous voyez que l'opérateur, on a dit que l'opérateur qui va transformer le signal de domaine temporel vers le domaine fréquentiel, c'est un petit peu la transformée de Fourier. La transformée de Fourier inverse, elle va essayer de faire passer le signal de domaine fréquentiel vers le domaine temporel. Donc, ça, c'est TF. Donc, ici, c'est TF-1. Transformée de Fourier inverse. Donc, j'ai dit que, supposons que nous avons la transformée de Fourier de notre signal analogique, on va essayer de voir combien il vaut, quelle est la valeur du spectre ou bien de la transformée de Fourier du signal après échantillonnage. Donc, la transformée de Fourier de P de Dirac, c'est une autre P de Dirac de période, donc dans le domaine fréquentiel, avec la période de FE. FE, c'est 1 sur NE, mais cette P est avec un facteur multiplicateur, avec une constante, il y a FE. FE, donc je veux réécrire, FE, la fréquence d'échantillonnage. On va essayer de voir combien il va aider. La condition donc, est égale à 1 sur TE. Donc, 1 sur la période d'échantillonnage. FE, c'est la fréquence d'échantillonnage. L'unité de Hertz. TE, c'est la période, donc, Hertz, c'est des secondes. Donc, TE, c'est la période, ça c'est dans le domaine temporel, ça c'est dans le domaine fréquentiel. Donc, nous avons la transformée du signal analogique, c'est une donnée. On a, ça c'est expression mathématique, la transformée de Fourier d'une P de Dirac, d'une sommation catatina, une autre P de Dirac, avec la période FE. On a la période TE, on a la période FE, avec un facteur multiplicatif près, il y a FE, il y a de la fréquence d'échantillonnage. Donc, essayons maintenant de calculer la transformée de Fourier de notre signal échantillonné. C'est ce qu'on va essayer de calculer. Donc, par définition, donc, on a essayé la multiplication, la transformée de Fourier, et là, une caractéristique. Donc, on va la voir lorsqu'on va arriver à la transformée de Fourier. Si on a une multiplication, la transformée de Fourier d'une multiplication, ce qu'on appelle, et c'est le produit de convolution. Nous sommes sur le produit de convolution. Mais la définition de produit de convolution, c'est vrai, c'est l'objectif de chapitre 2. Il faut savoir maintenant que si on a un produit simple, la transformée de Fourier d'un produit simple, elle nous donne le produit de convolution des transformées de Fourier du départ. Donc, je veux l'écrire. Si on a la transformée, et c'est transformée de Fourier de f de t qui multiplie, ça c'est la multiplication, g de t est égal à grand F. Donc, نسميها H. غادي نسميها grand H لأن F لأن غادي نصعب دابا la fréquence. Donc, est égal grand H. La transformée de Fourier هي grand H de la fréquence de F convolue. Donc, ça, c'est la convolution avec grand G de H. Donc, acceptez-le, on va le démontrer par la suite. On va démontrer la transformée de Fourier d'un produit simple, ça c'est la multiplication, ça c'est un produit de convolution.
il y a aussi donc ça c'est la première, donc c'est une propriété de la transformée de Fourier et de produit de convolution qu'on va utiliser ici. Je veux utiliser il y aura une deuxième propriété. Donc c'est la transformée de Fourier de produit de convolution. Si on a H de T convolu avec G de T est égal à grand H, la transformée de Fourier de H en fonction de F. La convolution, produit simple fois G de H. Donc, vous voyez la dualité entre la transformée de Fourier et bien sûr le produit simple et le produit. Donc, le produit simple, il y a la multiplication. Il y a multiplié par. Le produit de convolution, on va voir cette définition dans le deuxième chapitre. Donc, on a dit que ça c'est l'autre un petit peu l'autre propriété, on va utiliser ici le calcul de la transformée de Fourier de notre signal échantillonné. La transformée de Fourier de produit simple, c'est le produit de convolution entre les deux transformations. La transformée de Fourier de ça, c'est celui-là. Le transformé de deuxième partie, il y a FE fois ceci. Donc, FE, c'est une constante. 4 le produit de convolution et d'un 4 FE fois le produit de convolution. Donc, pour calculer le produit de convolution, donc, on a une propriété le produit de convolution avec les impulsions de Dirac. Y de T, l'autre le produit simple d'une fonction à l'impulsion de Dirac qui a la fonction à l'instant delta t0 fois l'impulsion de Dirac. Maintenant, le produit de convolution d'une fonction à l'instant t fois delta catena exactement la fonction y à l'instant t moins t0. Lorsque je vais donc je vais essayer d'effacer tout ceci pour voir. Donc on a ici c'est une constante. Je veux donc le produit de convolution donc c'est la sommation de n moins l'infini jusqu'à plus l'infini x de f convolé à delta, convolé, il va nous donner exactement x de f moins n fe. X de f, donc, x de f moins n fe. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ceci? Ça veut dire que le spectre de signal échantillonné, c'est la périodisation. Donc, vous voyez que on a ici le spectre du signal analogique. Je reproduis lorsque n est égal à 0, غادي exactement x de f. Lorsque n est égal à 1, غادي x de f moins fe. Lorsque n est égal à 2, x de f moins 2, ça veut dire je veux reproduire. Donc si on a par exemple le spectre du signal analogique, donc je veux le reproduire à l'infini. Donc de part et d'autre part, donc on a 0, on a FE, on a moins FE, moins 2, etc. Donc le spectre XE de F du signal échantillon est donc celui de X de F périodisé avec la période fréquentielle FE sur TE. Donc si vous vous rappelez, donc j'ai dit dans la première séance que échantillonné de le temps, on a échantillonné pour avoir XE, échantillonné de le temps, on revient à périodiser dans la fréquence. Donc ça, c'est essentiel à retenir. Donc, lorsque j'échantillonne de le temps, ça veut dire que je périodise dans le spectre. Le spectre du signal échantillonné, c'est celui de X périodisé. Et vous allez comprendre pourquoi la condition du channel. Donc, elle se peut donc, ça c'est un petit peu la périodisation. Mais imaginez que je périodise de cette façon. Je vais retracer ici la fréquence, ça c'est F.
supposons باللي راه هذا هو le spectre du signal analogique هو هذا هو grand X de F. Donc supposons on a dit que le spectre de F est borné عندنا فيه une fréquence maximale. Au-delà le spectre à support borné, donc entre par exemple moins F max et F max. Donc au-delà le spectre il est, je veux un petit peu donc ici le spectre vous voyez que il vaut nul il est non nul entre moi F max et F max. Donc lorsque je périodise, donc je dois reproduire le spectre à l'infini. ولكن imaginez, donc c'est la fréquence d'échantillonnage هنا غادي يتعاود le spectre هنا. D'accord? Mais si donc ça c'est un petit peu la fréquence d'échantillonnage lorsque je la choisis supérieure à F max. لأن هذه هي F max هذه هي FE. donc كبيرة عليه donc غادي يكونوا هادو 10 جوان. donc الاخر هنا ولكن سي جو شوازي هذه اف او قريبه من هنا غادي يكون لو سبيكتر غادي يتعاود هنا وغادي يتخلطوا ليه هنا لي سبيكتر. دونك هنا غادي يكون سكون ابيل لا ليزين. سي بور سولا كاين لا كونديسيون سور لا فريكونس دو شانتيوناج اون رابور افيك لا فريكونس ماكسيمال كي اكزيست دو لو سينال. سي لوبجيكتيف دو تhéorème de Shannon. Donc, interprétation du spectre du signal. Donc, soit X de T, un signal analogique à spectre à support borné. Le spectre, donc, il n'est pas nul entre moi F max et F max. Et au-delà, vous voyez bien sûr qu'il est nul. Donc, il est nul. Donc, le support du spectre, il est borné. De fréquence maximale F max. Au-delà de F max, le spectre F max et moins F max, donc le spectre et ici il est donc il est un petit peu il est nul. Fait les zones le spectre il est nul. Donc quel que soit F supérieur, quelle que soit la valeur de F, la valeur absolue de F supérieur à F max, le support de X. Donc on a l'amplitude parce qu'on a dit que la transformée de Fourier c'est un complexe. Il appartient à C. Donc X de F c'est la transformée, c'est la décomposition les exponentielles complexes, donc elle appartient à C. Donc, l'amplitude et la phase. Ce qu'on représente ici, c'est l'amplitude. La plupart du temps, donc, parfois on utilise aussi la phase. Ce qui est véhicule un peu de l'information, c'est l'amplitude. Donc, quel que soit F supérieur en valeur absolue à F max, donc ça veut dire, fait les zones, le spectre est nul. Donc, on a X, le spectre du signal échantillonné, c'est la constante près de multiplication FE, c'est la périodisation. Donc, c'est le spectre de F de E périodisé multiplié par la constante FE. On distingue trois cas de spectre échantillonnant selon FE et F max. Donc, c'est là que, pour comprendre le théorème du Shannon, donc comme je viens de le dire, ça dépend des FE et des Fmax. Il se peut que la périodisation, donc les motifs reproduits, et qu'on le bad, ou là, ils vont être chevauchement. Lorsqu'il y a chevauchement, ça veut dire qu'il y aura ce qu'on appelle la lésine, on ne respecte pas la condition du Shannon. Donc, théorème de Shannon, elle concerne le choix de la fréquence d'échantillonnage. Quelle est la condition pour que, à partir du signal échantillonné XE, on puisse retrouver intégralement le signal analogique? L'objectif, c'est que reproduire le signal analogique à partir des échantillons du signal échantillonné sans perdre de l'information. C'est ça la condition du Shannon. Si on ne respecte pas la condition du Shannon, je ne peux pas reproduire, reconstruire le signal analogique après avoir traité mon signal sur la machine. Donc, si le signal, si la fréquence est inférieure à F de max,
je veux essayer de tracer على هذا النت donc pour voir هذا انا جو trace donc على ما donc supposons باللي راه هذا هو لو سبيكتر ديالي donc هذه هي اف ماكس واخا مكتوبه هنا جرونت اف ماكس غادي نكتبها انا اف ماكس مينيسكول معليش اف ماكس دونك هنا غادي تكون هنا اف او دونك هنا موا اف ماكس موا اف ماكس دونك هنا لو سبيكتر عاوتاني غادي يتعاود هنا راه ما كاينش نورمالمون لو سبيكتر هو هذا دونك هنا اف ماكس وهذه هي شنو هي لا فريكونس سي جو فو كالكولي سيت فالور سي اف او سي اف او moins f max moins f max moins f max وهذه اف او بلس اف ماكس دونك الا كانت عندي اف او دونك الا كانت عندي اف او اف او موا اف ماكس هي هذه انفيريور على هذه قلنا سي اف او موا اف ماكس انفيريور هاد لا فالور هي اف ماكس دونك هاد لا فالور كتجي قبل هذه لان lorsque je reproduis donc معنى ça veut dire que FE est inférieur à 2F max donc si FE est inférieur à 2F max le motif principal هذا هو le motif principal le motif original n est égal à 0 est égal au spectre de mais il est pollué par le recouvrement هذا هو le recouvrement لان هذا جا قبل هذا par le recouvrement d'autres motifs il est غادي يجي حتى في هذه الجهه لوسك بور موا اف دونك حتى هذا il va être pollué في هذه الجهه وفي هذه الجهه il va être donc il va être pollué par le recouvrement d'autres motifs il est impossible de retrouver le spectre du signal X par filtrage si je veux par exemple reproduire il a بغيت sélectionner le motif principal je devrais normalement prendre un filtre passe-bas un filtre passe-bas اللي غادي ياخذ ولكن كياخذ لي هذا وكياخذ لي حتى هاد لي بارتي كي بولوي دونك il s'agit de si je sous-échantillonne donc il y aura le recouvrement et donc je ne peux pas reproduire donc si FE est supérieur à 2F max le motif principal هذا هو donc je veux le reproduire un petit peu le motif principal avec هاد la couleur هذا هو le motif principal donc les motifs un petit peu la reproduction ديال الاخرين هما هادو ها الاخر غادي يكون هذا درتو هذاك خلص بالموف وهذا بالزرق ماشي مشكل دونك vous voyez donc il y a هذا le recouvrement dans cette zone il y a le recouvrement de cette zone donc il est impossible de retrouver le spectre de X de T par filtrage lorsque je veux faire lorsque je vais reconstruire je dois faire un filtre passe-bas de fréquence du Cooper il y a FE donc je dois ou bien FE sur 2 donc je dois faire un filtre passe-bas ولكن il va prendre le motif principal ولكن il va prendre aussi les parties qui le plus donc je peux pas reproduire le signal analogique لأن غادي ندير transformé de Fourier inverse donc lorsque j'ai le motif principal avec les parties je ne peux pas reproduire le signal analogique avant échantillonnage. Donc, ici, on parle de sous-échantillonnage, ça veut dire que nous n'avons pas respecté le théorème d'échantillonnage. Si maintenant FE est égal à 2F max, donc, les motifs, donc, ouais, je vais essayer de.
Donc, ça, c'est un petit peu le motif maximal. Donc, donc, il va être est égal donc, le signal un petit peu. Donc, هذا هو F max, 2 F max. Donc, Fe est égal à 2. بغيت نرسمو ساعة مازال ستيليت. Donc, هذا هو l'axe de la fréquence. Donc Fe غادي تجيني هنا. Donc باش يجي le motif هادو elle se touche mais pas de chevauchement. Donc si Fe est égal à 2 F max, le motif principal est égal au spectre. Comme les motifs sont disjoints, elle se touche exactement, elle se touche. Il y a pas de fréquence, il y a pas de gap entre les donc la fin de l'un, elle commence à l'autre. Donc, je peux un petit peu construire le filtre passe-bas et on a le motif principal. Donc, les motifs sont, grâce à un filtre passe-bas approprié, il est possible d'isoler ce motif et donc de reconstituer le signal. Donc, F est égal à 2F moins, c'est ce qu'on appelle la fréquence de Nyquist ou bien de Shannon. C'est la condition de Shannon supérieure ou égale. Donc, la fréquence, la plus petite fréquence dans laquelle je peux reconstruire ce qu'on appelle, il y a des F max. Toute fréquence supérieure à 2 max, elle aussi, elle va faire le travail. Si les spectres sont disjoints, donc je peux utiliser. Donc, si Fe est supérieur, les motifs successifs éloignés, ils sont éloignés. Donc, je vais un petit peu نديرهم un petit peu disjoints. ستيليت. دونك هنا لا فريكونس هذه هي اف او. دونك غادي يكون هذا. دونك elles sont disjoints. دونك كاينه كاع ان جاب اونتر لي دو خاويه ما فيها والو. دونك لي موتيف سكسيسيف هذا سيت موتيف سكسيسيف. لوطر هنا غادي يكون موا اف او موان 2 اف او. دونك elles sont éloignées les uns aux autres. Le filtrage passe bas pour la récupération du signal est facilité. Il s'agit d'un seul échantillonnage. Donc dans ce cas, donc on a respecté les deux cas le théorème de Shannon. Donc la plus petite fréquence, donc toutes les fréquences qui sont supérieures à HD, elles doivent permettre de récupérer le signal. Donc la plus petite, elle s'appelle la fréquence de Nyquist. Et donc le théorème de Shannon, elle nous indique la valeur qu'il faut respecter pour la fréquence d'échantillonnage. Donc théorème. Un signal x de t dans la transformée de Fourier est nul. Donc, même à la transformée de Fourier, le spectre est borné, est nul à l'extérieur de l'intervalle moins f max et f max est parfaitement défini par ses valeurs échantillonnées. Je peux reconstruire le signal par ses valeurs, par les échantillons x. Si la fréquence d'échantillonnage, il y a un sur la période satisfait, elle vaut supérieur ou égal à 2 F max. Ça, c'est le théorème. Si on vous demande est-ce que nous avons respecté le théorème de Shannon, il faut voir quelle est la fréquence maximale qui existe dans le signal. Et si la fréquence d'échantillonnage est supérieure ou égale à 2 F max, donc on a respecté le théorème de Shannon. Donc on peut reconstruire le signal analogique par les échantillons du signal numérisé. Donc, remarque, recouvrement spectral, reconstitution correcte du signal impossible. Si on a le chevauchement, il est impossible de reconstruire. Lorsqu'on a fait un filtre passe-bas, on va le voir ici, lorsqu'on a fait un filtre passe-bas, donc on va essayer de récupérer l'échantillon, l'ahmar. Donc on va prendre الأحمر ولكن on va prendre aussi la partie ديال هذا et donc on ne peut pas, si on fait la transformée de Fourier inverse, de reconstituer le signal. Donc souvent le spectre du signal à échantillon s'étale sur tout le domaine des fréquences. Ça c'est un problème. Lorsque j'avais dit que si on a des signaux qui n'ont pas le spectre à support borné, donc il n'y a pas de fréquence maximale. Donc le problème, il y aura un problème pour choisir la fréquence d'échantillonnage. Ce qu'on fait donc dans ce cas, on spécifie une fréquence d'échantillonnage.
Entendez bien, dans ce cas, si le spectre n'est pas borné, je dis que je veux échantillonner à une fréquence d'échantillonnage et je filtre par un filtre, ce qu'on appelle un filtre anti-alisement ou bien anti-repelement. Par un filtre, je filtre tout d'abord le signal pour éliminer les hautes fréquences qui sont supérieures à FE sur 2. Donc, j'ai fixé la fréquence d'échantillonnage et après, je fixe la fréquence maximale. Et donc, je peux échantillonner à la fréquence échantillonnée. Et après, donc, je peux reconstruire le signal. Et donc, parfois, si le spectre est à support borné, il y a une fréquence maximale et donc la fréquence d'échantillonnage doit respecter le théorème de Shannon. Si le spectre lui-même n'est pas borné, il faut que si j'ai une fréquence avec laquelle je dois échantillonner, c'est à partir de cette fréquence que je dois faire un filtre passe-bas qui va éliminer les hautes fréquences pour pouvoir un petit peu échantillonner et pouvoir reconstituer le signal après. Donc, par ces figures, vous allez voir. Donc, ça, c'est lorsque FE est très supérieur à 2F max. Donc, on a le spectre, le motif principal, il est en rouge, on voit le spectre du signal original et les deux autres motifs. Donc, ils sont 10 joies. Les motifs élémentaires du signal sont 10 joies. Donc, je peux un petit peu utiliser un filtre passe-bas pour récupérer le motif et faire la transformer en inverse au cas où donc je peux récupérer le signal analogique. Donc, si les motifs restent 10 joints, mais elles se touchent juste à la limite. Donc le signal échantillonné, les réplicas, on les appelle les réplicas, ou bien les motifs de réplication. Donc, je peux utiliser un filtre passe-bas, donc de fréquence de Cooper, il y a FE sur 2, il y a F max, donc je peux récupérer le signal analogique original. Donc, dans ce cas, si la fréquence d'échantillonnage est inférieure à la fréquence, donc les motifs, elles sont un petit peu, il y a le chevauchement, donc je ne peux pas, il n'y a pas aucun filtre passe-bas qui va essayer de récupérer le motif rouge. Donc il y aura le chevauchement, donc les motifs élémentaires du signal se recouvrent, donc il est impossible de reconstituer. Donc recouvrement des motifs, repliement du spectre, théorème de Shannon n'est pas respecté. Donc, essayons maintenant de voir quelques exemples donc on vous donne des exemples de signaux et on vous demande par exemple, exemple d'échantillonnage et la fréquence de Nyquist. Donc, la fréquence d'échantillonnage, donc on a dit que le théorème de Shannon, il nous indique la fréquence minimale avec laquelle on peut échantillonner. Toutes les fréquences supérieures à la fréquence minimale, elles sont un petit peu permises. Parfois, si on utilise par exemple une fréquence, il a la fréquence maximale du signal il y a 1 kHz. 1000 Hz, il y a 1 kHz. Au-delà de 1 kHz, il n'y a pas de fréquence de le spectre. Et j'échantillonne avec une fréquence d'échantillonnage qui est égale, je peux échantillonner à 1 kHz, à 2 kHz plutôt, à 2 F max. Mais je peux aussi échantillonner à 3 kHz, à 4 kHz, à 5 kHz, à 6. Si j'échantillonne par exemple à 100 ou bien à 10 kHz, ça veut dire que j'échantillonne, ça veut dire que si la fréquence est grande, ça veut dire que la période d'échantillonnage est très petite. Ça veut dire que je veux utiliser beaucoup d'échantillons. Mais est-ce que, bien sûr, donc pour transmettre le signal ou bien pour sauvegarder le signal sur support, رخصني بزاف de l'espace sur le disque ou رخصني بزاف ديال la bande passante pour transmettre. Ça veut dire que parfois il n'est pas nécessaire d'échantillonner à une fréquence qui est très grande par rapport à 2F max. Parfois la fréquence de Nyquist qui est égale à 2F max, ça se fait. Donc il faut donc la condition 2F max
Et il y a ce qu'on appelle la fréquence de Nyquist. Donc, on nous demande, donc, calculer la fréquence, donc la fréquence de Nyquist pour le signal, pour le signal suivant. Je crois que le signal c'est normalement sans E. Oui, je le vois, donc c'est sans E. أنا راه غلط ما خصنيش نخليه. Donc, arrêtez la diapo. Ignorer. Donc, le signal, il faut que. Donc, il y a quelque chose. Donc, arrêter la diapo. Donc, j'ai pas fait. Donc, je supprime. Le suivant. Du signal. D'accord, très bien. Donc, calculer la fréquence de Nyquist. Donc, la fréquence de Nyquist, c'est de F max pour le signal suivant. X de t. X de t est égal à 3 cosinus 50 pt plus 10 sinus 300 pt moins cosinus 100 pt. Donc, le signal, c'est une combinaison des signaux élémentaires, x1, x2, x3. Donc, je veux essayer de voir la fréquence la fréquence la fréquence je veux voir le maximum de fréquences qui existent. Et donc, F max, je veux essayer de calculer du F max, et il y a la fréquence de 2 F max, il y a la fréquence de Nyquist. Donc, on a 50. Donc, 50 pt, donc 50 pt est égal à 2 p f1 f1t. Donc t كتمشي p كتمشي. Donc f1 est égal à 50 sur 2. Donc f1 est égal à 25 Hz. Donc F1 est égal à 25 Hz. F2, donc de la même façon, est égal à 150. F3 est égal à 50. Le maximum des trois fréquences, c'est un petit peu 150. F max est égal à 150. كاينه هنا une fréquence. مازال غادي تشوفوا باللي راه لا فريكونس اللي كاينه هنا لو كوسينوس كاينه 25 moins 25. دونك هنا كاينه 150 et moins 150. هنا كاينه moins 50 et 50. Donc on aura la fréquence maximale qui existe, il y a 150. Donc F max est égal à 150 Hz. Et bien sûr, donc la fréquence du Nyquist, il y a 2 F max est égal à 300 Hz. Donc la fréquence à laquelle il faut échantillonner pour ne pas perdre, si je veux reconstruire le signal, il y a 300 Hz. Ici, donc celui-là, on l'a fait. Donc pour celui-là, on a cosinus 4000 pt, 1 sur 2p, ça c'est un facteur. Donc quand je fais les fréquences, l'amplitude, je m'en fiche. Vous voyez que je n'ai pas fait attention à l'amplitude, l'amplitude c'est 1, mais ce qui m'intéresse, c'est un petit peu la fréquence. L'amplitude c'est 1 sur 2p. Donc on a ici le signal cosinus 4000 pt fois cosinus un petit peu 1000 pt. Donc, si je veux calculer un petit peu le cosinus de A, cosinus B, donc c'est un petit peu la trigonométrie. J'espère retrouver quelques notes. Trigonométrie.
dois chercher mes... Où sont-ils mes notes de la trigonométrie? On a des cosinus. Très bien, donc je viens de le trouver. On a cosinus de A plus B, il y a cos A cos B moins sinus A sinus B. Et cosinus de A moins B, il y a cosinus A cosinus B plus sinus A sinus B. Donc je peux calculer à partir de cosinus A fois cosinus B est égal à 1 demi cosinus A plus B plus cosinus de A moins B. Donc 1 demi, il y a x de t, il y a 1 sur 4P qui multiplie cosinus 4000 plus 1000, ça veut dire cosinus 5000P ou cosinus 4000 moins 1000, ça veut dire cosinus 3000. Donc la fréquence 5000 a été 2500, F1 a été 2500 Hz, F1 est égal 2500 Hz. Au F2, la deuxième fréquence, il y a 1500 Hz. Donc, la valeur la maximale, il y a F1 qui est égal à 2000. Donc, la fréquence de Shannon, donc ou bien la fréquence de Nyquist pour notre signal, ça doit être 2 F max, il y a 5000. Donc, là, c'est 5000. 5000 pour ce deuxième signal. Pour le troisième, donc, déterminer aussi la fréquence de Nyquist du signal à temps continu suivant. X de t, c'est cosinus 400 pt plus sinus. Donc, cosinus 400, c'est le sinus carré. Le sinus carré d'un signal, c'est 1 demi moins 1 demi cosinus moins 1 demi cosinus 2a. Donc on a cosinus 400 plus 1 demi plus cosinus 400. إذا غادي تكون هنا 400 وحتى هنا 400. Donc غادي تكون la fréquence هي 200. Donc la fréquence maximale غادي تكون هي 400 Hz. عاوتاني هنا عندنا لو cosinus, donc le 9 غادي تكون 9 au carré cos carré. Cos carré de x, c'est 1 demi plus 1 demi cos 2a. غادي تكون عاوتاني 2a. Donc هنا 200. Donc la même chose غادي تعطينا la fréquence هي 400 Hz. Donc vous voyez que si on a la combinaison linéaire des signaux un petit peu élémentaires, je cherche, si j'ai d'autres expressions, je dois utiliser les formes trigonométriques pour ressortir. Donc vous voyez que de cette façon, je peux un petit peu faire ressortir la fréquence de Nyquist pour chaque signal. Donc bien sûr, il faut que la trigonométrie soit utilisée d'une façon appropriée. Donc, vous voyez qu'on va utiliser encore la trigonométrie lorsqu'on va essayer de chercher les pôles, chercher la réponse fréquentielle d'un système. Donc, voilà, donc, cas des signaux à large bande au spectre nombré. Donc, je l'avais dit, et on revient dedans. Dans le cas des signaux à spectre très large, ce que nous avons vu jusqu'à présent, on a supposé que le spectre est un spectre borné entre moins f max et f max. Donc, dans le cas des signaux à spectre large, on se fixe f max approprié pour une application spécifique. Puis, on effectue un filtrage passe-bas à fréquence. De fréquence de coupure à f max afin d'éviter le repliement. Donc
Ça veut dire qu'on filtre avec un filtre passe-bas qu'on appelle le filtre anti-repliement. Pour couper, donc, on lisse les basses fréquences et bien sûr, on coupe les hautes fréquences. Vous voyez qu'il va couper, donc, l'amplitude est égale à 1. Donc, voilà, ça c'est à partir d'un signal. Donc, on aura un signal un petit peu à spectre borné. Donc, X1, c'est le spectre du signal fois la porte un petit peu, le filtre passe-bas de fréquence de coupure FE. Donc, rappel, un filtre passe-bas possède un gain presque constant dans la bande passante et coupe donc la fréquence de coupure, donc il y a FC. Si le signal X1 a eu le support fréquentiel moins FE sur 2, vous voyez maintenant que nous avons fixé la fréquence d'échantillonnage et nous avons fait, par exemple, Fmax, il y a FE sur 2, qui se rapproche de le mieux de X de F. Donc, on a le spectre, donc on a un filtre qui va essayer de laisser les basses fréquences et il va couper à partir de FE, quel que soit F supérieur à FE sur 2, on va le absolument, c'est qu'on a le spectre nul. Donc, on a le spectre qui va essayer de ramener le spectre de signal le spectre du signal un petit peu à support borné et coule de cette façon. Afin de garantir la condition du channel, on utilise un filtre passe-bas anti-repliement de fréquence de coupure. Il y a la fréquence de coupure la moitié de la fréquence d'échantillonnage pour que le spectre soit à support borné. Donc ça, c'est la condition qu'il faut respecter. Donc, exemple, si on veut construire des filtres numériques, donc l'exemple de filtre passe-bas anti-repliement. Comme exemple de filtre anti-repliement, il y a des filtres du type Butterworth. Donc, ce sont des filtres un petit peu l'ordre et la fréquence de coupure. Elles sont spécifiées par l'ordre. Lorsque la fréquence est égale à 0, vous voyez que l'amplitude est égale à 1. Lorsque la fréquence tend vers l'infini, l'amplitude est égale à 0. Et bien sûr, lorsque la fréquence est égale à FC, qu'on a 1 sur racine de 2. Le choix de l'ordre, donc le spectre, les filtres du Butterworth, ils sont spécifiés par l'ordre et la fréquence de coupure. Comment on va choisir la fréquence de coupure et l'ordre pour qu'on rapproche le filtre qui va nous laisser les basses fréquences et couper les hautes fréquences. Donc, le choix de l'ordre N du filtre s'effectue de façon à limiter le repliement du spectre. La puissance de recouvrement sur la puissance du signal est inférieure ou égale à par exemple, si on veut, إلا ما بغيناش نفقدوا بزاف ديال la puissance du signal, par exemple 1%, nous devons choisir en fonction de la valeur de la fréquence de coupure de la façon. Par exemple, si n est égal à 1, FC est égal à FE sur 127. N est égal à 2, FE sur 6. N est égal à 4, FE sur 3. Et N est égal à 6. Donc voilà, pour chaque N, on a une fréquence de coupure qui dépend bien sûr de la fréquence FE avec laquelle on va échantillonner notre signal dont le spectre n'est pas borné. L'objectif ici, c'est qu'on cherche un filtre passe-bas d'ordre N et de fréquence de coupure pour pouvoir échantillonner à la fréquence d'échantillonnage FE. Elle est constante. Vous voyez que c'est une constante. Ce qu'on cherche, c'est l'ordre et la fréquence de coupure pour pouvoir filtrer le spectre du signal d'Anna pour qu'il aille à de la forme. Avant, les fréquences qui ne sont pas nulles, au-delà de la fréquence. Maintenant, on veut le spectre école de cette façon pour éliminer les fréquences hautes au-delà de FC. Donc, c'est de cette façon qu'on choisit en pratique l'ordre de filtre de Butterworth et la fréquence de coupure. Donc, c'est ainsi que se termine un petit peu l'échantillonnage idéal. Donc, je le répète, c'est un modèle mathématique théorique pour comprendre comment est l'échantillonnage. Parce qu'en pratique, on a dit que c'est comme si on veut un petit peu
mesurer l'intensité ou bien le signal à une cadence TE, mais je le redis, il n'y a pas aucun dispositif physique qui peut faire parce que lorsqu'il va faire la mesure, il va la faire sur donc ici à une période θ. En pratique, il y a toujours une durée de mesurage. Vous la voyez. Lors des prélèvements des échantillons, nous avons supposé que l'échantillonnage idéal parfait que la période d'échantillonnage il est instantané. En pratique, il n'est pas instantané. Elle dure un laps de temps plus ou moins petit, θ. En échantillonnage réel, on ne peut pas utiliser le P de Dirac. Donc, le P de Dirac qui a les instants, donc c'est un modèle mathématique pour comprendre l'échantillonnage, mais toujours, il y aura un laps de temps. On prend alors la valeur moyenne du signal sur l'intervalle θ. Donc, ce n'est pas l'instant T, ce n'est pas l'instant NTE, mais surtout un intervalle θ. Donc, on prend la valeur moyenne sur l'intervalle θ de pondération de x de t. Donc, voilà, il y aura donc le filtre a une réponse une réponse impulsionnelle H. Donc, la réponse, donc, le signal à l'instant NTE est égal à la convolution du signal à la réponse impulsionnelle. Donc, c'est une moyenne. Et on a l'expression, donc, le signal échantillonné réel, il y a le signal, donc, c'est cette valeur avec les impulsions de Dirac. Donc, avant, les signaux à l'instant NTE, mais maintenant, c'est toute une moyenne sur une période. Donc, le signal échantillonné réel, elle a l'expression suivante. L'expression. On va essayer de voir le spectre du signal échantillonné réel. Donc, l'échantillonneur moyenneur, donc on va calculer la valeur du signal sur une valeur θ, dont les échantillons correspondent à la valeur moyenne de x sur l'intervalle de durée θ. On prend alors h de t, c'est la valeur de la porte de Dirac. Donc la porte, donc on a la porte C1 ou on a 1 sur θ. Donc c'est la moyenne sur la période θ. On montre donc dans ce cas la valeur échantillonnée réellement à l'instant NTE, donc c'est la moyenne. Donc c'est la moyenne au lieu de prendre l'instant. Avant, on a dit que c'est la valeur à l'instant NTE. Maintenant, c'est toute une moyenne sur la période θ. Que devient, on va essayer de calculer le spectre du signal échantillonné réel. Donc la transformée de Fourier du signal échantillonné. Donc on a l'expression. On va essayer de calculer cette transformée de Fourier. Donc la transforme, donc on a dit que le signal, c'est un petit peu la convolution du signal réel. L'échantillon, donc c'est la convolution du signal avec la porte, la réponse impulsionnée, donc ça peut être par exemple une porte. Donc ça c'est la convolution. On a dit que la transformée de Fourier de la convolution, c'est un produit simple. Donc le signal échantillonné, c'est ça. Donc donc la transformée de Fourier, on a le produit simple convolu. Donc إلا شفنا باللي راه هذه غادي ندخلوه للداخل غادي تكون هي اف او. دونك لا ترانسفورمي دو بي دو ديراك سي اف او دلتا دو اف دونك موان ان تي اف او. دونك il va nous donner x de f moins اف او. هنا غادي تكون هي لو ماشي لا كونفوليسيون لو كونجوغي moins f عطاتينا le conjugué de f moins f. Donc vous voyez avant l'échantillonnage parfait, mais qu'est-ce que le terme? Le terme, mais qu'est-ce donc maintenant avec l'échantillonnage réel, qu'est-ce la réponse fréquentielle du dispositif de mesure. Donc, le dispositif de mesure a une réponse impulsionnelle. Mais qu'est-ce que la réponse impulsionnelle? Comme la réponse impulsionnelle, lorsqu'on va étudier les systèmes, c'est la réponse du signal à l'impulsion de Dirac. Donc, chaque système, il va être caractérisé par sa réponse impulsionnelle. Ça transforme il Fourier ce qu'on appelle la réponse fréquentielle du dispositif de mesure. Donc, ce terme, elle va distorser
le spectre du signal échantillonné un petit peu parfait. Le terme X de F introduit une distorsion fréquentielle sur le spectre par rapport du cas idéal. Donc, vous voyez que ça, c'est un petit peu le spectre du signal échantillonné parfaitement, idéalement. Donc, pour faire la distorsion. Le terme de distorsion n'influe pas sur la condition du channel parce qu'on aura le spectre et si on ne respecte pas la condition du channel, le recouvrement. Donc, c'est toujours FE supérieur à la fréquence maximale qui existe dans notre signal. Donc, le spectre du signal échantillonné, c'est le spectre du signal un petit peu échantillonné idéalement fois la distorsion donc introduite par le dispositif de mesure parce qu'on fait la mesure donc sur une période θ. Donc ça c'est le période du signal idéalement, ça c'est le spectre du signal, donc X c'est le spectre du signal échantillonné réel et ça c'est le terme de distorsion. Donc le terme H étoile, le conjugué introduit une distorsion, déformation fréquentielle sur le spectre par rapport au cas idéal. Donc il y aura une distorsion. Là, par exemple, le dispositif de mesure, ce n'est pas un dispositif parfait, il a une réponse impressionnelle. Donc, voyez maintenant l'influence de la mesure. Quelle est l'influence de l'instant de mesure sur le spectre? Donc, soit X de T, un signal à support borné du spectre X de F. Le spectre X de F, les wana en bleu et ici en bleu. Il est un petit peu caché par le vert. Voyons l'influence de la période θ. On a calculé le spectre du signal échantillonné réellement pour θ est égal à 0,5 secondes, 0,1 et 0,01. Normalement, lorsque θ diminue, ça veut dire qu'on rapproche de échantillonnage idéal. Par exemple, donc on a dit que la fonction, on réalise un échantillonnage réel par un moyen-âge. Donc la fonction porte. La fonction porte, nous allons voir que la transformée de Fourier de la fonction porte, c'est un petit peu le sinus cardinal fois le décalage. Donc, l'amplitude dial hada, c'est l'amplitude dial hada qui est égale à l'amplitude du sinus cardinal. Sinus cardinal de f de θ, c'est sinus de f pθ sur pθ. Sur pfθ. Donc, lorsque θ est très petit, on a l'amplitude de la réponse fréquentielle du système, elle est presque égale à 1. Donc, lorsque le θ est petit, le spectre échantillonné réellement, elle est proche du spectre du signal analogique. Vous voyez, parce que celui-là est égal à 1. Lorsque θ elle est moyenne, inférieure à 0,5 mais supérieure à 0,05, vous voyez que la réponse fréquentielle عطاتنا هذا اللوب اللي هو le maximum هنا. Donc راه كاين un petit décalage ولكن ماشي بزاف. ولكن lorsque θ كبيره عندنا la fonction l'amplitude du sinus cardinal هو هذا هو le lobe principal هما le lobe secondaire. Donc on aura ça c'est le spectre du signal original analogique. Le spectre du signal échantillonné réellement, vous voyez qu'il est distordu. C'est ça ce qu'on appelle la distorsion. La distorsion, la distorsion, donc le spectre, ومن بعد غادي يجي هذا pour le motif principal ومن بعد غادي يجوا les motifs secondaires. Vous voyez qu'il est distordu par le dispositif de mesure parce qu'on le mesure sur une période assez grande. Donc, c'est ça la distorsion de laquelle on parle.
Donc, le sinus cardinal, l'amplitude dialogue en rouge, l'en bleu, c'est le spectre du signal analogique, en vert, c'est le spectre du signal échantillonné, réel, donc son spectre, il est loin d'être le spectre du signal original. Même si je fais un signal un petit peu, un filtre passe-bas, il est difficile de reproduire, de reconstruire le signal. Donc, c'est pour cela qu'il faut que le dispositif de mesure doit mesurer et doit faire le moyen-âge sur une période plus petite. Donc, en conclusion, l'échantillonnage réel et l'influence la durée de prélèvement. Il faut que cette durée de prélèvement soit le plus petite possible. Il est impossible d'avoir HAD instantanément, mais il faut que la durée soit la plus petite. L'échantillonnage par moyen simple pondérer le spectre du signal par sinus cardinal. Donc, c'est ça, c'est la pondération par le sinus cardinal. De temps plus large que la durée de moyen-âge θ est plus petit. Donc, donc pour avoir un échantillonnage plus proche que l'échantillonnage idéal. D'une manière générale, on peut échantillonner le signal en cherchant un filtre échantillonneur dont le spectre HDF est constant sur la bande -FE, distorsion faible. Donc le spectre constant. Donc le spectre, vous voyez maintenant le constant. Le spectre du filtre d'échantillonnage, donc notre filtre HDF, vous voyez que il varie beaucoup. Donc, le spectre dialogue constant fait de la période d'échantillonnage. Donc, parlons maintenant sur la reconstitution. La reconstitution, ça veut dire à partir des échantillons X de NTE, est-ce que je peux reconstituer le signal analogique? Donc, on a échantillonné un signal à support continu, analogique, à support borné, en respectant le théorème de Shannon. Ça veut dire la fréquence d'échantillonnage, il est au moins le double de la fréquence maximale, au moins 2F max. Comment fait-on pour reconstruire le signal analogique à partir des échantillons obtenus? Peut-on régénérer le signal analogique? Ça, c'est l'objectif de la reconstitution. Soit parce que je veux envoyer mon signal sur le haut-parleur, soit que le destinataire va essayer de reconstituer le signal analogique à partir d'un fichier numérique. Donc, la reconstitution par interpolation de Shannon. Pour reconstruire le signal, il se fait de prendre la transformée de Fourier inverse des motifs de base. On filtrer le spectre du signal, on a le motif de base. On dirait la transformée de Fourier inverse. Donc, le signal, c'est la transformée de Fourier de Y de F. Y de F, c'est le signal échantillonné, parce que le signal échantillonné, les motifs reproduits. Lorsque j'utilise un filtre passe-bas de filtre de Doppler FE, la fréquence FE, ça veut dire entre moi FE sur 2 et FE sur 2, donc il va essayer de récupérer seulement le motif principal. Le motif principal, il n'est pas nul, mais il est nul. On veut seulement récupérer le motif principal. Donc, le signal, on a dit que le signal échantillonné, c'est la périodisation du spectre du signal. Donc, le signal reconstitué, c'est la transformée de Fourier. Donc, la transformée de Fourier, donc Y de F, donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a le produit simple. Donc, le temps, la convolution. Donc, flottant, donc, c'est le temps. C'est la fréquence, on a le produit simple, flottant, on a la convolution. On a dit qu'il y a la dualité entre les transformations, la transformée de Fourier et la transformée de Fourier inverse, et le temps et le produit simple et le produit de convolution. Le spectre, on a le produit simple, flottant, on a le produit de convolution. Le signal échantillonné, la transformée de Fourier inverse, la porte. La porte, c'est 1.
Donc, la transformée de Fourier inverse de là, c'est le sinus cardinal. C'est sinus PTFE à la PT. Donc, voilà. Donc, on aura donc la fonction. Donc, le signal reconstitue, donc on a dit que ça c'est une constante, donc je peux le reconstituer à partir des échantillons X int, donc avec, bien sûr, en utilisant les fonctions, on multiplie chaque échantillon par le sinus cardinal. Donc, idéalement, théoriquement, je peux reconstituer le signal analogique à partir des échantillons du signal numérisé, donc en pondérant les échantillons par les sinus cardinales. Donc, l'interprétation de cette formule. La formule d'interprétation montre que l'on peut reconstituer exactement le signal XR ou bien X de T, point par point, en ajoutant la contribution d'une infinité de signes d'entrée en NTE. On a les 5 NTE. Donc là, c'est une infinité. Entre moins l'infini plus l'infini, les 5 aux instants NTE. Point première mesurée. Donc voilà. Ici, par exemple, en rouge, c'est X0. Donc vous voyez, ça, c'est un sinus cardinal. En violet, c'est X de TE. En bleu, c'est X de 2TE, et etc., etc. Donc voilà. On va, avec les instants, on a la x de 0, on a x de, on va le multiplier par x de e. Donc, et bien sûr, il faut ajouter les uns aux autres. Les uns aux autres, aura la courbe en pointillé vert. Et c'est sur le signal reconstitué, sur le signal analogique. Donc, on va essayer de faire la somme infinie. La connaissance de tous les échantillons, l'infinité de tous les échantillons est nécessaire pour reconstruire le signal. Donc, la connaissance est d'une infinité, c'est impossible. Donc, reconstitution mathématiquement, c'est possible. Mais physiquement, c'est irréalisable puisque le filtre n'est pas causal et cette reconstitution est non causale. Donc, chez filtre causal pour la reconstitution. Donc, l'interpolation de Shannon par les signes cardinaux n'est pas réalisable. Mathématiquement, c'est possible, mais physiquement, c'est pas réalisable. Donc, on va essayer de voir une alternative qui est la reconstitution par extrapolateur d'ordre 0, ou bien ce qu'on appelle le bloqueur d'ordre 0. Donc, on bloque l'échantillon XNTE jusqu'à l'apparition d'un autre échantillon. Donc, voilà les échantillons. On doit faire un petit peu le blocage. Donc, XR, donc on va essayer de faire les portes. Et bien sûr, le signal, donc, il va être de cette façon. Le spectre XN obtenu, donc, voilà, de ce signal échantillonné pondéré par la transformée du signal de la porte de la reconstitution par la méthode bloqueur d'ordre 0 est une reconstitution causale, donc physiquement faisable. Donc l'interpolation, donc voilà, c'est on a le signal X de F, c'est en bleu, les sinus cardinal maintenant c'est en rouge et le signal reconstitué c'est un petit peu le signal en vert, oui, et bien sûr, donc on constate des formations de la bande centralement FE, donc il faut augmenter le nombre de F. Vous voyez qu'il faut augmenter le nombre de FE, ça veut dire qu'il faut suréchantillonner le signal. Donc voilà, si on suréchantillonne, ça veut dire que lorsqu'on échantillonne, on récupère plusieurs échantillons. Ça veut dire que la période d'échantillonnation sera peut-être, ça veut dire que si on veut reconstituer les signaux à partir des échantillons, on a suffisamment d'échantillons pour faire la reconstitution. Donc, présence de composantes à haute fréquence. Donc, si on augmente FE, il y aura des hautes fréquences, il y aura des bruits haute fréquence. Donc, voilà, c'est un petit peu donc, cas général. D'une manière générale, on peut reconstruire un signal à partir de ces échantillons en cherchant le filtre de la réponse impulsionnelle et H de T. Donc, on a vu la porte, on a vu le sinus cardinal, donc d'une façon générale, ça sera H de T. Donc, le signal, la reconstitution, c'est un petit peu à partir des échantillons
et bien sûr la convolution des échantillons avec la réponse impulsionnelle du système de reconstitution. Le problème consiste donc à trouver un filtre qui atténue les distorsions, donc à la réponse fréquentielle la plus constante possible pendant la fréquence moins Fmax et Fmax, et bien sûr, il doit être plus faible au-delà de la bande moins Fe sur 2 et F2 sur 2. En conclusion, pour cette partie d'échantillonnage, la condition de Shannon garantit au mieux possible la non-perte d'information. La fréquence, la plus petite fréquence, la fréquence de Nyquist. Pratiquement, il y a des distorsions fréquentielles dans le signal échantillonné et échantillonné parce qu'on utilise un échantillon réel au lieu d'un échantillonnage parfait parce qu'on fait une reconstitution par extrapolation. Des précautions donc sont à prendre afin que le signal échantillonné et le signal reconstruit à partir des échantillons soient le plus fidèle possible au signal original. On a dit qu'il faut avoir un choix judicieux de la fréquence maximale. Si le spectre n'est pas borné, il faut borner cette fréquence. Il faut choisir la fréquence, par exemple, du filtre du Betterworth, FC et l'ordre. Et bien sûr, pour spécifier, si on spécifie une fréquence d'échantillonnage, bien sûr, on peut augmenter la fréquence d'échantillonnage pour avoir plusieurs échantillons pour pouvoir réconcilier le signal analogique d'une façon la plus fidèle à l'origine la plus possible. Donc, c'est de cette façon que se termine la première partie sur l'échantillonnage. Le Khamis, Inch'Allah, le jeudi prochain, je veux essayer d'attaquer la quantification qui concerne un petit peu l'amplitude du signal. Et je le répète, on aura deux la quantification linéaire dans laquelle le pas d'échantillonnage est fixe et l'échantillonnage ou bien et la quantification non linéaire ou logarithmique dans laquelle on aura deux lois, la loi mu et la loi A, pour un petit peu prendre les variations plus petites et plus grandes du signal. Lorsque les variations sont plus petites, je dois diminuer le pas d'échantillonnage. Lorsque les variations sont grandes, je peux augmenter le pas d'échantillonnage pour capter les variations. Donc, le pas, il n'est plus, le pas n'est pas constant pour la quantification logarithmique, alors que dans donc, on va voir quelle sera l'erreur de quantification. Et donc, tout ceci, on va le voir, Inch'Allah, le jeudi prochain. Donc, voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je veux essayer de voir, est-ce qu'il y a des questions pour... donc, je veux voir qu'est-ce que les étudiants racontent. Est-ce qu'ils ont... D'accord, donc, je vais essayer donc... Donc, cos A, cos Y, c'est 1 demi, cos A plus B, plus cos A moins B. Tout à fait. Et donc, d'accord, donc c'est ça. El Mahdi, le Wardi, donc c'est la formule que j'ai utilisée pour un petit peu pour retrouver la fréquence de Nyquist d'un signal qui est le produit des deux signaux. Donc, il faut que je le renvoie à une combinaison linéaire si on a le signal, c'est le produit d'autres signaux. Donc, si vous avez des questions, donc le rôle de bloc ordre 0, je veux y revenir la prochaine fois, Inch'Allah, pour voir les problèmes auxquels l'interpréteur d'ordre 0 essaye, parce qu'on a dit que l'extrapolateur de Shannon, et là, il n'est pas réalisable. Une façon un petit peu de surmonter, on bloque le signal entre les échantillons NTE et N plus 1TE. Donc, le signal, il va être comme des paliers entre les échantillons. Mais on doit avoir la fréquence d'échantillon très grande, de telle sorte qu'avoir la période d'échantillonnage très petite pour que les paliers يكونوا صغار باش يبان le signal comme étant le signal d'origine. D'accord? D'autres questions, s'il vous plaît? J'arrête, si vous voulez, la présentation.
Donc, un petit peu, donc c'est 12h30. S'il n'y a pas d'autres questions, je dois arrêter l'enregistrement. Comme d'habitude, donc pour votre connaissance, là, j'ai envoyé le fichier à tous les étudiants. Je l'avais même mis sur YouTube pour qu'il soit pour vous et pour moi une référence. Il y en a parfois quand je retourne là-dedans pour voir. Parfois, كنبغي نقول شي حاجه وكنقول شي حاجه ماشي هي هذيك. Peut-être ce sera l'occasion pour la rectifier. Par exemple, la dernière fois كنت كنبغي نقول un processeur DSP. Le DSP, c'est Digital Signal Processing. C'est le processeur de traitement du signal, mais c'est le processus. Parce que quand dire un cours pour les systèmes d'exploitation, on a les processus ou on a les processeurs. Donc, lorsque j'ai parlé de DSP, le processeur de traitement du signal, c'est un processeur dédié pour les applications orientées temps réel, donc pour traiter, donc chaque fois qu'il y a un domaine de traitement du signal, on utilise un processeur DSP. Donc, j'arrête l'enregistrement.